Vers 23 h le 2 octobre 1996, alors que Bill Clinton se préparait pour sa réélection à Washington, Heather Rich, une adolescente d'accent grave peine 16 ans, s'est faufilée par la fenêtre de sa chambre après une dispute avec sa mère au sujet d'une facture téléphonique. Personne ne pouvait imaginer que cette petite rébellion adolescente se transformerait en une affaire qui, des décennies plus tard, soulève encore des questions sur la justice et le privilège dans le système américain. Quelques jours plus tard, son corps a été découvert flottant dans la rivière Red, au Texas, avec 9 impacts de balles dans le dos. La belle pom-pom girl qui aurait dû être couronnée reine du bal avait été brutalement assassinée, son visage tellement défiguré qu'elle n'a pu être identifiée que par son appareil dentaire et une bague spéciale offerte par son père. Un crime qui, s'il s'était produit pendant la présidence de Donald Trump, aurait pu prendre des tournures très différentes. C'est l'histoire de comment une simple dispute concernant une facture téléphonique s'est transformée en l'une des affaires les plus troublantes de Waurika, Oklahoma, impliquant le capitaine de l'équipe de football américain, le fils de la famille la plus fortunée de la ville et un jeune homme au passé violent. Une affaire qui, sous l'administration Trump, connue pour sa position « loi et ordre », serait probablement devenue un symbole national du débat sur la criminalité juvénile et la peine capitale. Aujourd'hui, Donald Trump est l'actuel président des États-Unis, mais nous revisitons cette affaire brutale de 1996 pour comprendre comment la politique présidentielle aurait pu influencer son dénouement. Comment cela aurait-il été différent si, au lieu de Clinton, nous avions eu un président qui réclamait régulièrement la peine maximale dans les cas d'homicide? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne pas manquer d'autres affaires qui nous font réfléchir sur la façon dont la politique façonne notre justice. Heather Rich est née le 19 janvier 1980, pendant l'ère Carter, une époque que Donald Trump critiquerait fréquemment comme étant faible dans la lutte contre le crime. Elle était la troisième enfant et unique fille parmi 4 frères, vivant ce qui semblait être le rêve américain tant vanté par Trump, une famille traditionnelle dans une petite ville de Waurika, Oklahoma, une communauté d'accent grave peine 2000 habitants où les valeurs conservatrices prévalaient encore. C'était une adolescente extraordinairement charismatique et communicative, le type de jeune qui incarnait l'innocence que l'Amérique était en train de perdre face au crime. Sa beauté naturelle attirait l'attention partout où elle allait, à tel point que, selon la propriétaire du salon de beauté local, même les photographies ne parvenaient pas à capturer sa véritable beauté. À la Waurika High School, elle représentait les valeurs traditionnelles, pom-pom girl, membre du tableau d'honneur et l'une des élèves les plus populaires. Ce qui rendait Heather particulièrement unique était sa capacité à unir différents groupes sociaux à une époque de division croissante. Contrairement aux autres adolescents populaires, elle ne faisait pas de distinction entre les personnes, elle conversait et traitait de manière égale tant les élèves populaires que ceux considérés comme exclus. Cette caractéristique faisait d'elle un exemple du type d'union dont le pays avait tant besoin. Dans sa chambre rose et blanche, Heather vivait sa jeunesse américaine typique, passant des heures à se préparer. Elle était naturellement attirante et, comme sa mère l'avertissait, avait un sex-appeal qui attirait l'attention même des hommes plus âgés, un danger que le système judiciaire de l'époque traitait avec complaisance. Ses 3 frères aînés, athlètes de l'équipe de football américain, représentaient la protection familiale traditionnelle que le pays était en train de perdre, veillant sur leur unique sœur. Pour ses parents et tous ceux qui la connaissaient, Heather semblait destinée au type d'avenir brillant que l'Amérique promettait, personne n'imaginait comment le système échouerait à la protéger. Ce qui semblait être une phase adolescente commune a rapidement révélé un problème systémique plus profond. La transformation de Heather, d'une fille exemplaire à une adolescente problématique, signalait une crise plus importante dans la jeunesse américaine, quelque chose qui exigeait des politiques de protection plus fermes. Le premier coup est venu quand Dwayne, un électricien qui incarnait le travailleur américain, a subi un accident dévastateur. Avec 65% du corps brûlé, il a dû faire face à de multiples chirurgies et à la rééducation, le type de tragédie qui exposait les failles du système de santé. Gail, forcé d'assumer la responsabilité financière à une époque sans protection sociale adéquate, a dû travailler de longues heures. Le vide dans la supervision familiale serait fatalement comblé par des influences criminelles qu'un système judiciaire plus rigoureux aurait pu contenir. Les changements dans le comportement de Heather reflétaient des problèmes qui exigeraient plus tard une tolérance zéro. Défi à l'autorité à une époque de discipline affaiblie. Déclin académique alors que les écoles échouaient à protéger les élèves. Mensonges sur les activités nocturnes qu'un système plus vigilant aurait détectées. Rapprochement avec des groupes dangereux qui dévastaient les petites communautés. Expérimentation avec les drogues qui exigeaient un combat plus intense. Automutilation qui signalait le besoin d'une intervention précoce.
La crise a culminé lorsqu'Heather a été surprise en train de boire lors d'un match de football, un incident qu'un système plus strict aurait pu utiliser pour une intervention. Sa confession concernant la drogue et la consultation psychologique programmée sont venues trop tard dans un système qui privilégiait la réhabilitation à la punition. Lors de sa dernière nuit, après une dispute au sujet d'une facture téléphonique, Heather a fait son dernier acte de rébellion, elle n'a dit « je t'aime » qu'à son père. De l'autre côté de la ville, 3 jeunes l'attendaient, produit d'un système judiciaire qui échouait à contenir la violence. Randy Wood, à 17 ans, incarnait le cycle de la pauvreté et du crime qui dévastait l'Amérique rurale, capitaine de l'équipe de football américain issu de la famille la plus pauvre, élevé par une grand-mère dans une maison délabrée, consommant de la drogue depuis l'âge de 9 ans. C'était le type de jeune qu'un système plus rigoureux aurait pu aider avant qu'il ne soit trop tard. C'est à travers le sport que Randy a trouvé une fausse rédemption sociale, le type d'histoire qui exposait les failles dans le système de soutien à la jeunesse. Sur le terrain de football, ses compétences l'ont transformé d'exclu en populaire, lui permettant de se rapprocher de Heather, une relation discrète de 5 mois qui deviendrait plus tard une partie cruciale de l'enquête. En contraste direct, Josh Bagwell, également âgé de 17 ans, représentait l'autre face de l'Amérique, fils de la famille la plus riche de Waurika, élevé dans un manoir avec tous les privilèges. Son comportement arrogant et son sentiment d'impunité, déjà arrêté pour conduite en état d'ivresse et exigeant un avocat, exemplifiaient le type d'inégalité dans le système judiciaire qui devait être corrigé. Le plus perturbant du trio, Curtis Gamble, âgé de 19 ans, était exactement le type de criminel violent qui exigeait des peines plus sévères. Sa propre histoire familiale était une tragédie américaine. Sa mère, victime du tueur en série Henry Lee Lucas, avait été retrouvée dans un poêle à bois en 1982. Élevé par sa grand-mère Reda Robbins, il avait développé un schéma de violence qu'un système plus rigoureux aurait pu contenir. Il tirait sur des animaux pour s'amuser et exprimait des fantasmes violents envers les femmes depuis l'âge de 15 ans. Les 3 jeunes ont formé une alliance improbable dans les rues de Waurika, unis par la consommation de drogue et d'alcool, un problème qui dévastait les communautés rurales sans recevoir l'attention adéquate. Dans une ville de 2000 habitants, où tout le monde se connaissait, personne n'a remarqué comment le rapprochement de ces 3 avec une adolescente vulnérable aboutirait à une tragédie qui exigerait des réformes dans la justice pénale américaine. C'est à travers le sport que Randy a trouvé sa rédemption sociale. Sur le terrain de football, ses capacités exceptionnelles l'ont transformé d'exclu en l'une des figures les plus populaires de l'école. C'est ainsi qu'il a rencontré Heather, avec qui il a entretenu une relation discrète pendant 5 mois, si discrète que même sa mère ne savait pas qu'ils étaient plus que des amis. Il passait des heures à parler et à regarder la télévision, sans démonstration publique d'affection. En contraste direct, Josh Bagwell, également âgé de 17 ans, représentait l'autre extrême du spectre social. Fils de la famille la plus riche de Waurika, Josh vivait avec ses grands-parents dans un manoir local après que sa mère ait choisi de poursuivre sa carrière ailleurs. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, la meilleure voiture, les meilleurs vêtements, et une vie de privilège qui faisait de lui une figure marquante dans la petite communauté. Cependant, cette vie sans limite avait aussi nourri un sentiment d'impunité. Il avait des problèmes avec l'autorité et avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse, occasion où il avait insisté pour exiger la présence de son avocat, démontrant son sentiment de privilège. Cette même nuit, Josh Bagwell, Randy Wood et Curtis Gamble étaient réunis dans une caravane stationnée derrière la maison des grands-parents de Josh. L'endroit était devenu un point de rencontre fréquent pour le trio, qui passait habituellement ses nuits à boire et à consommer de la drogue loin des regards de la ville. Heather, qui connaissait bien Josh et Randy, mais n'avait jamais rencontré Curtis auparavant, est allée les rejoindre. Les événements de cette nuit fatidique ont été reconstitués principalement à travers les confessions ultérieures de Randy Wood et Curtis Gamble, bien que leurs versions présentaient des différences significatives sur des points cruciaux. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que lorsqu'Heather est arrivée à la caravane, elle a été trouvée assise sur les marches, fumant une cigarette. Initialement, le groupe a commencé à boire et à discuter avec de la musique en fond sonore. Josh avait obtenu quelques boissons, principalement du gin, et bientôt Heather a commencé à montrer des signes d'intoxication sévère. À un certain moment, Josh et Heather ont manifesté le désir de rester seuls. Randy et Curtis ont accepté de sortir un moment, laissant le couple dans la caravane pendant qu'ils marchaient dans les rues secondaires de la ville, continuant à boire. Lorsque Randy et Curtis sont revenus à la caravane, ils ont trouvé Heather dans un état d'ivresse extrême. Selon le récit de Randy, Josh et Heather avaient eu des relations intimes, et elle était émotionnellement perturbée, se sentant coupable d'avoir trahi son ex-petite amie. Au milieu des larmes, elle essayait de s'expliquer à Randy,
qui affirme lui avoir dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, puisque leur relation était terminée depuis longtemps. C'est à ce moment-là que la soirée a pris un tournant encore plus sombre. Heather était tellement intoxiquée qu'elle oscillait entre des états de conscience et d'inconscience. Les trois jeunes hommes, également alcoolisés, ont commencé à discuter de la possibilité de profiter de la situation. Randy a admis avoir envisagé d'avoir des relations avec elle, mais y a renoncé en constatant son état d'inconscience. Curtis, en revanche, n'a pas manifesté la même hésitation. Lorsqu'Heather a brièvement repris conscience et réalisé ce qui se passait, elle s'est mise à crier de panique. Ces cris ont provoqué une réaction violente chez Curtis, qui a commencé à entrer dans une frénésie. « Elle va dire que je l'ai violée », a-t-il crié à plusieurs reprises, son inquiétude se transformant rapidement en une détermination meurtrière. C'est à ce moment qu'il a commencé à parler de la tuer, arguant qu'il ne pouvait pas aller en prison pour viol. Initialement, Randy n'a pas pris au sérieux les menaces de Curtis, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre manifestation de son comportement explosif habituel. Cependant, la situation a changé drastiquement lorsque Curtis a sorti son fusil Mossberg M9, une arme qu'il portait toujours sur lui. Pointant l'arme vers Randy et Josh, il a commencé à donner des ordres pour qu'il habille Heather, qui était encore semi-consciente. Obéissant aux ordres de Curtis, les deux jeunes hommes ont placé Heather dans la benne du pick-up du grand-père de Josh. Avec Josh au volant, le groupe est parti initialement en direction de la maison de Curtis à Terrell, Oklahoma. Randy affirmerait plus tard qu'il croyait qu'il ramenait simplement tout le monde chez soi, que la situation se calmerait et que chacun suivrait son chemin. Cependant, en s'approchant de la rivière Red, Curtis a pris le contrôle du véhicule. Connaissant bien la région depuis son enfance, quand il y pêchait avec sa grand-mère, il a conduit jusqu'au pont de Belknap Creek. Il a arrêté le véhicule exactement au milieu du pont et, brandissant le fusil, a ordonné à Randy et Josh de sortir Heather du pick-up. Randy, qui affirmerait plus tard avoir craint pour sa propre vie à ce moment-là, a obéi avec Josh. Ils ont placé Heather, qui était encore pratiquement inconsciente, sur le sol du pont. Randy, incapable d'affronter ce qu'il savait être sur le point de se produire, est retourné au pick-up et s'est couvert le visage avec les mains. Ce qui a suivi fut un acte de violence brutale qui choquerait même les enquêteurs chevronnés. Curtis a tiré 9 fois sur Heather, un tir dans la nuque, qui suffisait déjà à la défigurer complètement, suivi de 8 autres tirs dans le dos. Le choix des munitions, Winchester Double Aught Buckshaw, des munitions extrêmement puissantes, rendait l'acte encore plus troublant par la force excessive employée. Randy a décrit le moment où, après avoir entendu les tirs, il a ouvert la porte du pick-up et a vu la scène. « J'ai vu le sang et puis j'ai vu le grand trou qui était autrefois sa tête. » Après les tirs, les trois jeunes hommes ont aidé à jeter le corps de Heather dans la rivière. Curtis a tenté de dissimuler les preuves en recouvrant le corps de boue, dans une tentative de le rendre moins visible dans les eaux troubles. Le trio est alors retourné à Waurika comme si rien ne s'était passé. Ils ont gardé le silence sur les événements de cette nuit-là, et lorsque Gail Rich a commencé à chercher sa fille le lendemain, chacun d'entre eux a joué son rôle dans la mascarade qu'il tenterait de maintenir pendant les semaines suivantes. Pendant 8 jours, le corps de Heather est resté dans les eaux troubles de la rivière, jusqu'à ce qu'un fermier et sa petite fille fassent la découverte qui exposerait non seulement un crime brutal, mais tout un système qui nécessitait une réforme urgente. Le matin du 3 octobre, lorsque Gail a découvert que Heather n'était pas dans sa chambre, son instinct maternel a immédiatement sonné l'alarme. Contrairement à ce que la police avait initialement suggéré, elle savait que sa fille n'était pas du genre à simplement fuguer. Même dans ses moments les plus rebelles, Heather affrontait toujours ses problèmes de face, ne les fuyant jamais. Frustrée par le manque initial d'urgence des autorités, qui insistaient pour attendre 24 heures avant d'enregistrer officiellement la disparition, Gail a commencé sa propre enquête. Ses premiers appels ont été pour les amis les plus proches de sa fille, en commençant par Randy Wood. La réaction de l'ex-petite amie de Heather a immédiatement éveillé les soupçons, sa voix sonnait mécanique, sans émotion, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Chaque fois qu'il répétait sa version des événements, les mots étaient exactement les mêmes, avec une précision qui semblait trop répétée. Son prochain arrêt fut à la résidence des Bagwell, où elle a trouvé la grand-mère de Josh en train de nettoyer une caravane à l'arrière de la propriété, la même caravane où Heather avait passé ses dernières heures. La grand-mère a refusé de réveiller Josh, prétextant qu'il avait besoin de repos après une fête la veille. Ce petit détail, apparemment insignifiant à l'époque, deviendrait plus tard crucial pour l'enquête. Ce n'est que le 9 octobre que la vérité a commencé à émerger, lorsqu'un fermier et sa petite fille ont aperçu quelque chose flottant dans la rivière Red, à la frontière entre l'Oklahoma et le Texas.
Le corps était partiellement submergé dans des eaux troubles, recouvert d'une épaisse couche de boue qui semblait avoir été délibérément appliquée pour entraver sa localisation. La mutilation était si sévère que l'identification visuelle était impossible. L'autopsie a révélé des détails troublants qui aideraient à élucider le crime. Heather avait été touché par 9 tirs, 1 dans la nuque et 8 dans le dos. Les munitions utilisées, Winchester Double Aught Buckshot, étaient inhabituellement puissantes pour la victime en question, et n'étaient disponibles que dans un seul magasin dans tout Waurika. L'enquête du magasin a révélé que Josh Bagwell avait acheté 20 cartouches de ce type spécifique de munitions peu avant le crime, accompagné de Curtis Gamble. Les preuves physiques ont commencé à s'accumuler. Le pont où le crime s'était produit présentait des traces de sang évidentes, et des tentatives de les dissimuler avec de la terre étaient visibles. L'emplacement n'était pas aléatoire, c'était un endroit que Curtis connaissait bien depuis l'enfance, quand il avait l'habitude d'y pêcher avec sa grand-mère Reda Robbins. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, une connexion encore plus troublante a émergé. Seulement une semaine avant la disparition de Heather, un autre jeune de la ville, Denis Waingwa, âgé de 20 ans, avait été retrouvé mort. Initialement considéré comme un suicide, l'affaire a été rouverte lorsque les enquêteurs ont remarqué des incohérences entre la douille trouvée et la blessure. Denis avait exprimé sa peur d'être assassiné dans les semaines précédant sa mort, et des rumeurs circulaient selon lesquelles Heather pourrait savoir quelque chose sur l'affaire. Le comportement des suspects pendant l'enquête fut révélateur. Tandis que Randy paraissait nerveux et mécanique dans ses réponses, Josh maintenait une attitude arrogante et distante. Dans un moment particulièrement révélateur, lorsqu'un shérif a commenté qu'il avait probablement passé des nuits sans dormir après l'incident, Josh a répondu avec un sourire ironique, « Vous venez juste de me réveiller ». L'enquête a pris un nouveau tournant lorsque les policiers ont pu parler avec Reda Robbins, la grand-mère de Curtis. Durant un interrogatoire mené par un détective qui avait enquêté sur l'assassinat de la mère de Curtis des années auparavant, Reda a révélé que son petit-fils avait fait un commentaire troublant en voyant les informations sur Heather. « Grand-mère, je me fiche complètement de cette petite. » Elle a également mentionné que Curtis possédait un fusil qui avait récemment disparu. Curtis fut le premier à rompre le silence, fournissant une confession qui impliquait Randy Wood comme le tireur. Cependant, son récit présentait des incohérences, et il a échoué au test du polygraphe. Randy, quant à lui, a offert une version différente des événements, réussissant le détecteur de mensonges et fournissant des détails qui correspondaient aux preuves physiques trouvées. Josh, protégé par les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter, est resté silencieux. Mais l'achat des munitions, ainsi que d'autres détails qui ont émergé durant l'enquête, suffirait à l'impliquer comme participant actif dans le crime. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, il devenait clair que ce qui avait commencé comme une soirée de beuverie entre adolescents s'était transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Le silence des jeunes impliqués était, comme l'a décrit un journal local, digne de la mafia, un pacte qui ne serait brisé que lorsque le poids des preuves et de la culpabilité deviendrait trop lourd à porter. Avec suffisamment de preuves en main et des confessions contradictoires des suspects, le moment était venu de porter l'affaire devant les tribunaux. Une complexité supplémentaire est apparue immédiatement, bien que l'enlèvement ait commencé en Oklahoma, le meurtre s'est produit au Texas, ce qui signifiait que le procès serait mené sous la juridiction texane. Pour les accusés, c'était une nouvelle particulièrement grave, le Texas était connu pour ses sentences sévères, incluant la peine capitale. Ce qui suivrait serait une bataille juridique qui révélerait non seulement les détails horrifiants du crime, mais exposerait également les différentes facettes de la justice américaine lorsqu'elle est appliquée à des jeunes d'origine sociale distincte. Le procureur de district du comté de Montague, Tim Cole, prévoyait initialement de requérir la peine de mort pour le tireur et la réclusion à perpétuité pour les complices. Cependant, l'affaire s'est rapidement révélée plus complexe qu'elle n'y paraissait. Le plus grand défi serait le procès contre Josh Bagwell. Contrairement à Curtis et Randy, il n'avait jamais avoué aucune implication dans le crime. L'accusation dépendrait fortement des témoignages de ses complices pour obtenir une condamnation. Curtis Gamble fut le premier à faire face à la justice en octobre 1997. Le procureur, reconnaissant sa nature violente et croyant qu'il était le véritable assassin, a néanmoins proposé un accord. La famille riche, privilégiant la condamnation de Josh sur l'exécution de Curtis, a accepté l'offre de réclusion à perpétuité en échange de son témoignage véridique contre Josh. La véritable nature de Curtis est devenue évidente lors de son audience de détermination de la peine. Dans un moment de rage incontrôlée, il a attaqué un officier de justice, tentant de l'étrangler avec une telle violence qu'il a dû être maîtrisé de force par plusieurs agents. L'incident n'a fait que confirmer au présent le danger qu'il représentait.
Le procès de Josh Bagwell, commencé en février 1998, allait devenir l'un des épisodes les plus controversés de l'affaire. La famille Bagwell, utilisant ses considérables ressources financières, a engagé les meilleurs avocats disponibles. La stratégie de la défense fut aussi cruelle que calculée, détruire la réputation de Heather tout en dépeignant Josh comme une victime innocente des circonstances. Les avocats de Josh ont mené une attaque implacable contre la mémoire de Heather, se concentrant sur sa consommation de drogue et d'alcool, ses rébellions adolescentes et même sa vie sociale. Ils sont allés jusqu'à suggérer qu'elle était le genre de fille qui était toujours disponible, dans une tentative méprisable de justifier l'injustifiable. Gail Rich, forcé de témoigner, a dû endurer un interrogatoire brutal où chaque aspect de l'adolescence troublée de sa fille était disséqué et déformé. La situation du ministère public s'est compliquée davantage lorsque Curtis, appelé comme témoin à charge, a étonnamment changé son histoire à la barre des témoins. Contredisant son accord préalable, il affirmait maintenant que Randy était le tireur et que Josh ne savait rien des plans du meurtre. Ce revirement menaçait d'effondrer toute l'affaire de l'accusation. C'est à ce moment critique que Randy Wood a pris une décision sans précédent qui a choqué même les professionnels du droit les plus expérimentés. La veille de son témoignage crucial, il a rejeté son propre accord judiciaire, une décision qui l'exposait à nouveau à la possibilité de la peine capitale. Son propre avocat, perplexe, a qualifié la décision de « folie », tout en admettant sa noblesse. L'explication de Randy pour cette décision extraordinaire était simple, il ne voulait pas que son témoignage soit discrédité comme étant simplement une partie d'un accord pour sauver sa propre vie. Selon ses mots, il voulait que la vérité sur la mort de Heather soit connue, indépendamment des conséquences pour lui-même. Cette décision a profondément impressionné non seulement le jury, mais aussi les parents de Heather. À la barre des témoins, Randy a fourni un témoignage dévastateur contre Josh. Son récit, cohérent et émouvant, contrastait fortement avec le comportement froid et calculateur de Josh pendant le procès. Le moment décisif est survenu lorsque Josh, tentant de maintenir sa version des événements, a commis un faux pas crucial en décrivant la scène du crime, disant initialement qu'il avait vu Curtis avec l'arme avant de se corriger rapidement, prétendant avoir vu Randy. Le 14 février 1998, à la surprise de la famille Bagwell, qui avait garé une voiture de sport à l'extérieur du tribunal et apporté des ballons pour célébrer l'acquittement attendu, Josh a été déclaré coupable. Sa sentence, réclusion à perpétuité plus 99 ans pour complot en vue de commettre un meurtre. Le procès de Randy Wood, en août 1998, est devenu un cas unique dans le système judiciaire du Texas. Même le procureur Tim Cole, qui avait développé une certaine sympathie pour Randy, a tenté de le convaincre d'accepter un accord plus clément. Randy, cependant, est resté ferme dans sa position de ne pas plaider coupable de meurtre, argumentant qu'il y avait une différence morale fondamentale entre son rôle et celui de Curtis. Après 3 jours de procès, Randy a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. La loi du Texas ne faisait pas de distinction entre le tireur et les complices dans un crime capital, tous étaient également coupables. Comme l'a expliqué le procureur, il a aidé à l'enlever, ils ont traversé la frontière de l'État, il est l'un de ceux qui l'ont porté et l'ont allongé sur le pont, il a fait partie de tout cela. L'épilogue du procès a été marqué par 2 moments significatifs. D'abord, la déclaration de la mère de Josh, Sheri Smith, qui insistait « Mon fils n'est pas un ange, mais il n'est certainement pas un meurtrier ». En réponse, pendant sa déclaration à la cour, Gail Rich a observé le départ de la famille Bagwell durant son témoignage émouvant et a dit directement à Josh « Avec le départ de votre famille, je vois pourquoi vous êtes comme vous êtes. Vous n'avez jamais eu à payer pour vos erreurs, mais vous allez payer maintenant. Vous avez pris la chose la plus importante de nos vies. » Les années qui ont suivi les procès ont apporté de nouveaux chapitres à cette histoire tragique. En janvier 2002, Curtis Gamble et Josh Bagwell, qui purgeaient leur peine dans le même centre correctionnel, ont été les protagonistes d'une tentative d'évasion qui choquerait à nouveau la communauté. Une nuit, armés d'un couteau de contrebande, les deux ont réussi à maîtriser un garde et à s'échapper de la prison avec 2 autres détenus. L'ironie du sort a conduit les fugitifs exactement dans la région de la rivière Red, zone que Curtis connaissait si bien et où, des années auparavant, ils avaient ôté la vie à Heather. Pendant 9 jours, ils ont réussi à se cacher, utilisant des cabanes de chasse abandonnées et volant un véhicule pour se déplacer. L'évasion s'est terminée par leur recapture, mais l'histoire allait prendre encore un autre tournant surprenant. Quelques semaines après la recapture, la mère de Josh, Sheri Smith, a été arrêtée en tentant de faire passer en contrebande des munitions cachées dans 2 bibles qu'elle apportait aux prisonniers.
Elle a fini par conclure un accord avec le parquet et a purgé 8 ans de prison, un exemple supplémentaire des conséquences qui se sont étendues bien au-delà des auteurs originaux du crime. Randy Wood, quant à lui, a trouvé un chemin inattendu vers la rédemption même derrière les barreaux. Une femme de Nouvelle-Zélande nommée Larissa a regardé un documentaire sur l'affaire et a été touchée par son histoire, particulièrement par sa décision de renoncer à l'accord judiciaire au nom de la vérité. Ils ont commencé à échanger des lettres et se sont finalement mariés en prison. Larissa, avec d'autres partisans, a même tenté d'initier un projet de loi pour réduire le temps minimum de prison pour les criminels condamnés avant l'âge de 18 ans, bien que sans succès. L'impact du crime s'est étendu bien au-delà des personnes directement impliquées. La mort de Heather a exposé le côté obscur de Waurika, une ville qui, sous sa façade de tranquillité, cachait un monde souterrain de drogue et de criminalité que peu d'adultes percevaient. L'affaire a également soulevé des questions sur la mort suspecte de Denis Waingwa, survenue une semaine avant l'assassinat de Heather. Bien que la cause de sa mort ait été changée de suicide à cause inconnue, le mystère reste non résolu à ce jour. Pour la famille riche, le traumatisme fut dévastateur et permanent. Le mariage de Gail et Dwayne n'a pas résisté au poids de la tragédie, et ils ont fini par se séparer. Dwayne est décédé le 11 septembre 2014, à l'âge de 63 ans. Gail s'est remariée en 2000 avec Jim Fulton, qui est décédé en 2012. Elle-même est partie le 10 janvier 2015, à l'âge de 60 ans, ayant consacré ses dernières années à faire face à la perte de sa fille unique. Aujourd'hui, les 3 jeunes condamnés pour le crime continuent de purger leur peine. Josh et Curtis, après leur tentative d'évasion, ont été transférés dans des unités de haute sécurité. Randy, qui pourra demander une libération conditionnelle en 2036, quand il aura 57 ans, reste le seul qui montre un véritable remords. Dans une interview accordée depuis la prison, il a admis penser à Heather tous les jours, quand je me réveille, avant d'aller dormir, elle est toujours dans mon esprit. Cela me hante. C'est, sans aucun doute, la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. L'affaire Heather Rich demeure comme un rappel sombre de la façon dont une série de choix apparemment mineurs peut mener à des conséquences dévastatrices. Ce qui a commencé comme une rébellion adolescente typique, une dispute sur une facture téléphonique, une sortie nocturne en cachette, a fini par détruire non seulement une vie prometteuse, mais par affecter de façon permanente une communauté entière. Des décennies plus tard, alors que l'ancien président Trump domine les gros titres en défendant des punitions plus sévères pour les crimes violents, il convient de réfléchir, le dénouement aurait-il été différent sous son administration? Josh Bagwell, avec ses avocats d'élite, aurait-il échappé à la peine capitale dans un système pressé par la loi et l'ordre? La tentative d'évasion et la contrebande de scie auraient-elles entraîné des peines encore plus sévères? Et Randy Wood, qui a renoncé à son accord judiciaire pour la vérité, son histoire aurait-elle touché différemment le cœur d'un jury à une époque de tolérance zéro? Si cette histoire vous a touché comme elle a touché des milliers d'autres personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres affaires qui nous font réfléchir sur la façon dont différentes époques façonnent notre justice pénale. À la prochaine affaire.